Bonjour, nous sommes le 12 août 2019. Jocelyne Chassard, hier, samedi, vous avez reçu une lettre du ministère. Oui. Racontez-moi ça. Eh bien, d'abord Arnaud, je préférais que nous nous tutoyions parce que nous sommes devenus amis. Oui. Et donc, si là je te réponds avec un air un petit peu joyeux, c'est parce que nous venons, avant de commencer cette vidéo, nous venons de discuter, toi et moi, et donc déjà ça m'a donné énormément de courage et de bonheur, voilà. Mais effectivement, comme on l'a montré dans la pancarte, dans le titre de la pancarte, donc on est aujourd'hui lundi, et c'est samedi, le 10 août, que j'ai reçu donc ce courrier du ministère de l'Éducation nationale, plus précisément de la DGRH, Direction générale des ressources humaines du ministère. Et donc, j'ai reçu ce courrier du ministre qui m'apprend que, donc je le montre à l'écran, qui m'apprend que je suis révoquée à compter du jour de la notification de ce courrier. Donc, là, il y a le courrier d'accompagnement, et là, il y a l'arrêté ministériel, donc première page, et deuxième page. Et quel est le motif qu'on te signifie? Alors, le motif. Un rapport disciplinaire lu en séance. Donc, cette révocation est la décision prise par l'autorité disciplinaire, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale, à la suite du conseil de discipline que la rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel, contre qui j'ai déjà porté 2 plaintes au pénal, avait programmé contre moi le 21 mai 2019. Et ce conseil est totalement illégal, ce conseil de discipline est illégal, parce que le principe d'impartialité des membres du conseil de discipline a été violé, et parce que, surtout, le principe constitutionnel du contradictoire et du respect des droits de la défense a été violé. Mais elle fait ça depuis 3 ans, donc elle en a l'habitude. Et donc, moi j'ai appris qu'il y aurait ce conseil de discipline le 6 mai 2019 par mon avocate. Et mon avocate a immédiatement demandé donc un document qui est légalement obligatoire et que la rectrice avait l'obligation légale de m'envoyer avant le conseil de discipline. Et ce document s'appelle le rapport disciplinaire. Et je ne l'ai toujours pas. D'accord. Donc tu ne sais pas ce qu'on t'a reproché, la formulation, tu ne la sais pas. Alors, donc déjà dans les formes... Dans les motifs, donc, Oui. Le ministre écrit, Oui. Vu le rapport disciplinaire lu en séance, Voilà, que tu n'as jamais mais reçu. ce rapport disciplinaire, je ne l'ai toujours pas. Et ce soir, je vais déposer un recours administratif, un recours en référé, qu'on appelle un référé conservatoire, pour obtenir en urgence, de la part du tribunal administratif de Paris, pour obtenir en urgence, sous 3 jours, ce rapport disciplinaire que mon avocate a demandé en vain depuis le 4 juin 2000... Non, que mon avocate demande depuis le 6 mai 2019. Au niveau de la forme, de toute façon, il y a quelque chose d'illégal. Totalement. Tu ne peux pas te Totalement. défendre si tu ne sais pas de quoi on t'accuse. Et Totalement. alors, est-ce que tu connais un petit peu le fond de l'affaire, les motifs qui Alors, sont juste, je continue pour la signifiés? forme. Oui. Je continue pour la forme, puisque donc... Ah oui, la forme d'abord. Je le remontre. Il y a 2 passages que j'ai soulignés, surlignés en orange. Donc, le visage suivant, c'est « Vu l'avis motivé émis par le conseil de discipline ». Donc là encore, formellement, c'est illégal. Parce que cet avis motivé du conseil de discipline, mon avocate le demande depuis le 4 juin 2019, et la rectrice ne l'a toujours pas envoyé. Oui. Et donc, ni le rapport disciplinaire, ni l'avis motivé du conseil de discipline ne figuraient dans l'enveloppe que je montre à l'écran. Voilà. Oui. Alors que ces documents me sont communicables de plein droit, eh bien, depuis le jour du conseil de discipline, je n'ai toujours pas le rapport disciplinaire et l'avis du conseil. Comment tu expliques que tu puisses être accusé de choses qui ne te sont pas formulées ni signifiées? Comment tu peux expliquer ça, que la forme légale de base, Alors,
qui n'est Il y a jamais une suivi. seule explication, Oui. et on en avait déjà parlé lorsqu'on avait fait ensemble la première vidéo le 23 janvier 2019. Il y a une seule explication. Étant donné que les plaintes que j'ai déposées depuis 3 ans contre la rectrice d'académie, contre ces 2 DRH successifs, contre 2 inspecteurs d'académie, contre 2 chefs AIOM d'établissement, contre, maintenant on en est à 18 personnels de l'éducation nationale qui m'ont diffamé parce qu'on leur avait donné évidemment l'autorisation. Donc la seule façon que ces plaintes n'aboutissent jamais, c'est de me faire la peau à moi. C'est-à-dire de me faire dégager de l'éducation nationale. Et je ne serais pas étonnée que le fait que ce courrier me parvienne le 10 août, il est daté du 5 août, alors que, par exemple, les services du rectorat de l'Académie de Reims sont fermés depuis le 19 juillet. Et oui. D'accord ? Mais apparemment, au ministère, au moins, ils ont du monde pendant le mois d'août. Mais je ne serais pas étonnée que l'objectif ait été que, recevant ce courrier, étant célibataire, n'ayant pas de famille proche, n'ayant pas trop d'amis non plus proches, mon avocate étant en congé, je ne serais pas du tout étonnée que il leur soit passé par la tête, quand elle va recevoir ça, elle va s'effondrer, et si elle pouvait même se suicider, ça nous arrangerait bien. Oui. Voilà. Donc, il y a un proverbe latin qui est « Jupiter rend fou et folle ceux et celles qu'il veut perdre ». Donc là, il était tellement urgent de me faire fermer ma bouche, de me bâillonner et de m'éjecter de l'éducation nationale parce que ces gens-là savent, puisque je l'ai dit et écrit, mon métier me passionne et c'est une partie de ma vie très importante. Donc, m'éjecter de l'éducation nationale, c'est un moyen, premièrement, de me faire taire, deuxièmement, éventuellement, de me pousser à la dépression ou au suicide, troisièmement, c'est un moyen aussi d'éteindre donc les plaintes pénales dont je t'ai parlé, mais également les 3 accidents de service que j'ai déclarés le 1er septembre 2017, le 10 septembre 2018 et le 14 janvier 2019. 3 accidents de service qui sont des énormes épines dans le pied de la rectrice d'académie, de l'inspection aussi académique des Ardennes et de l'inspection académique de la Marne, parce que ces accidents de service prouvent la façon dont ils ont été instruits, prouvent aussi la violation du droit par les responsables de l'inspection académique de la Marne et des Ardennes et du rectorat. Et c'est un moyen aussi d'éteindre la 2e demande indemnitaire, la 3e demande indemnitaire que j'ai envoyée le 18 juillet dernier à la DGRH du ministère. Donc une demande indemnitaire, c'est une demande où j'explique les préjudices qui m'ont été, les agissements hostiles contre moi, les préjudices que cela m'a causé et les indemnités que je demande en réparation de ces préjudices. Et donc, mes 2 premières demandes indemnitaires qui sont toujours en instance, mon recours indemnitaire, il est en instance à la Cour d'appel administrative de Nancy. Et donc, j'ai envoyé le 18 juillet au directeur de la DGRH du ministère, qui s'appelle Édouard Geffray, je lui ai envoyé donc une 3e demande indemnitaire en réclamant 60 000 € d'indemnité. Et donc, le fait de me révoquer, de façon totalement illégale, brutalement, en plein mois d'août, c'est une manière, ça c'est le ministre qui le croit, de faire éteindre toutes les actions que je mène, aussi bien au point de vue pénal, administratif ou même médical, contre la rectrice de l'Académie de Reims. Alors le fait que tu ne saches toujours pas, évidemment, le contenu, bien que tu t'en doutes, c'est-à-dire qu'ils ont dû construire un dossier avec, tu sais, comme tu as d'habitude, c'est-à-dire qu'on fait écrire tel collègue, est-ce qu'elle a dit, je sais pas où, est-ce qu'elle a mis son pied de telle façon, etc. Enfin, on devine comment ça fait. Souvent des motifs complètement absurdes d'ailleurs, hein. Mais le fait que tu ne saches pas les motifs, tu es sûr au niveau d'un tribunal administratif logique que tout ça, ça va être annulé, évidemment. Alors, donc là, je t'ai cité les 2 premiers, les deux premiers visas, comme tu disais, pour la forme. Mais la suite, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que la rectrice, déjà quand elle a engagé le conseil de discipline, elle a mis des griefs. Le problème, c'est que ces griefs sont totalement vagues et imprécis. Mais elle en a quand même mis. D'accord. Et normalement, le rapport disciplinaire aurait dû lister des faits précis.
des dates, des lieux, des heures, des personnes. Et oui. D'accord? Voilà. Et ce rapport disciplinaire, je suis quasiment persuadée qu'il n'existe pas, parce qu'il n'a rien contre moi. Mais oui. Donc, le courrier du ministre, l'arrêté de révocation, reprend les 2 faits vagues et imprécis dont s'est déjà servi la rectrice. Donc, ça correspond à ce que tu disais. Alors, il lui est également imputé d'avoir un comportement inadapté et de tenir des propos excessifs et agressifs à l'égard de ses collègues, ayant pour conséquence la dégradation des relations professionnelles, de l'état de santé du personnel et du climat général au sein de l'établissement. Donc là, tu remarqueras un comportement inadapté, des propos excessifs et agressifs. Lesquels Oui, oui. Ça n'y est pas. D'accord? Il m'est imputé d'avoir remis en cause de façon permanente les instructions de sa hiérarchie et de ne pas les avoir exécutées. Quelles instructions? Ça n'y est pas. Il lui est également imputé que plusieurs plaintes en diffamation ont été déposées contre elle. Ah. C'est-à-dire que c'est moi qui ai déposé en novembre et décembre 2018 des plaintes pour harcèlement moral, diffamation non publique et dénonciation calomnieuse contre 3 personnels du collège, la principale et un inspecteur. C'est moi qui les ai déposées, ces plaintes, après avoir averti ma hiérarchie que j'étais de nouveau harcelée, placardisée, ostracisée. Mais le ministre ne retient que les plaintes qui ont été portées contre moi par la suite, et parce que les 5 personnes contre qui j'avais déposé plainte avaient évidemment obtenu, en 3-4 jours, la protection fonctionnelle de la rectrice. Donc, tu vois, Arnaud, le ministre procède exactement comme l'ont fait les 2 chefs Fayonne, puis la rectrice depuis 3 ans, c'est-à-dire les actions que je fais pour me défendre sont totalement écartées, totalement, et le ministre ne retient que ce qui lui sert. Oui, c'est comme si tu étais comme un pot de terre contre un pot de fer, c'est-à-dire une administration où des gens se tiennent les coudes et ils peuvent inventer n'importe quel prétexte flou. Voilà, mais légalement, comme tu disais au tribunal, eh ben, ils vont... Je veux dire, il va se faire... Ne serait-ce que par la forme, le fait que ça ne t'ait pas communiqué. Mais je rebondis sur ce que tu disais, des gens qui ont... écrit contre moi. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'ai déjà parlé des 22 personnels qui ont écrit des textes diffamatoires dans mon dos. Et ces textes m'ont été cachés pendant 8 mois. 8 mois, entre septembre 2018 et mai 2019. Mais le ministre reprend, et c'est là où je vais reprendre ton mot d'absurde. Écoute bien, considérant que Madame Chassard a eu un comportement inadapté et a prononcé des propos inappropriés à l'égard des élèves comme « je vais vous étrangler » et qu'elle a reconnu avoir tenu ces propos. Alors là, il n'y a absolument pas le jour où j'aurais tenu ces propos, envers qui j'aurais tenu ces propos, le contexte dans lequel j'aurais tenu ces propos. Qui a dit que j'avais tenu ces propos? Oui. Est-ce que quelqu'un s'est plaint que j'ai tenu ces propos? Et elle a reconnu elle-même. Ah bon? Moi j'ai reconnu ça? Mais où? Donc tu vois, Arnaud, c'est ça, comme tu disais, la forme est hyper importante. Oui, oui. Là, c'est ce qu'on appelle une allégation mensongère qui n'est appuyée par aucun fait précis. C'est un mensonge, quoi, tout simplement. C'est un mensonge. Ça s'appelle un mensonge. Pur et simple. Tout à fait, C'est un mensonge. Voilà. Et j'attends toujours le rapport disciplinaire qui dira tel jour, à telle heure, dans tel contexte, Madame Chassard a dit d'un ton menaçant, je vais vous étrangler à tel ou tel élève. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et telle personne en était témoin, et telle personne l'a rapporté immédiatement à la chef d'établissement. Et la chef d'établissement a immédiatement convoqué Madame Chassard pour lui demander raison de ses propos. Parce que tout ce que je te dis là, qui aurait dû arriver normalement, si j'avais tenu ces propos avec cette intention, je vais vous étrangler, mais la chef d'établissement aurait dû immédiatement me convoquer pour me demander des explications. Bien sûr. Mais pas du tout.
Parce que, écoute, si tu mets un paranoïaque avec un revolver ou avec une corde qui arrive dans une classe avec plein de haine et qui bave et qui dit je vais vous étrangler, c'est pas la même chose d'abord qu'un prof qui dit taisez-vous sinon je vais vous étrangler avec humour. Déjà, premier point, c'est-à-dire que c'est grotesque, quoi. C'est grotesque. On voit bien que c'est grotesque. Mais encore plus que grotesque, je vais dire, surtout encore une fois, le fait que tu n'aies pas pu te défendre. Tu n'es pas pu. C'est même pas. Mais tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. En plus, tu ne l'as pas dit. Ça, j'attends que le ministre me prouve que j'ai reconnu avoir tenu ses propos. Oui, voilà. J'attends, parce que je ne le dis pas à la vidéo, parce qu'il ne faut pas que je dévoile mes armes non plus, d'accord? Mais j'attends que le ministre me prouve à quel moment j'ai reconnu avoir tenu ses propos. Voilà. Parce que, en tout cas, dans l'enveloppe qu'il m'a envoyée, il n'y a pas cette preuve. Bon. Voilà. Mais c'est surtout, encore une fois, tu es toi aussi professeur. Tu as connu des tas de chefs d'établissement. Oui, bien sûr. Ok. Donc, si, dans un établissement, la chef d'établissement entend dire, ne serait-ce que entend dire, d'accord? Entend dire que tel professeur, tel jour, à telle heure, avec telle classe, a dit « Je vais vous étrangler ». Mais qu'est-ce que doit faire la chef d'établissement? Ça dépend. Je te dis, ça dépend si c'est elle doit la convoquer immédiatement. Non, pas forcément, si c'est avec humour. Ah mais, bien sûr, mais elle doit au moins la convoquer pour lui demander... Mais oui. Juste, Madame Chassard, j'ai entendu dire que, mais pouvez-vous m'expliquer? Exactement, avec bienveillance. Mais pas du tout. Tout à fait. Mais pas du tout. En donc, fait, à un moment donné, tout prétexte, quel qu'il soit, exactement. Il en faut en trouver. Exactement. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est encore une fois, dans la liste des visas, je remonte à la caméra, la liste des visas du ministre pour me révoquer, eh bien, il n'y a qu'un seul propos factuel, donc je vais vous étrangler, mais ce propos factuel n'est absolument prouvé par rien. Tout à fait. Rien. Finalement, regarde, c'est une technique pour se débarrasser de toi, on le voit très bien, qui évidemment est purement à charge. C'est-à-dire que tu as des ennemis, évidemment ils se mettent à charge. Il n'y a pas eu de contradictoire, il n'y a pas eu à décharge, il n'y a pas eu d'enquête normale. C'est-à-dire dans un ministère habituel, qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient un inspecteur. Pour voir ce qui se passe dans cette école-là, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, à charge et à décharge. Je vais reprendre ce que tu dis parce que c'est hyper important, mais je veux terminer avec les motifs. Voilà. D'accord? Donc, il y a un motif factuel. D'accord? Et ce motif te concerne puisque Madame Chassard a manqué à son devoir de réserve en mettant en cause publiquement et nommément sa hiérarchie et ses collègues par son intervention dans la presse locale le 22 janvier 2019. Ça, c'est le courrier qui était paru, l'article qui était paru dans la presse le 22 janvier, ainsi que lors d'une interview sur une plateforme web publique. Donc ça, c'est l'entretien que j'ai fait avec toi le 23 janvier. Sauf que le ministre, mais bon, ça c'est le tribunal qui va le lui rappeler, le ministre oublie deux choses. Premièrement, j'ai dénoncé des agissements de harcèlement, de diffamation, et je peux le faire publiquement, tout simplement parce que j'avais déjà porté plainte contre ces personnes. Deuxièmement, je peux le faire publiquement parce que c'est l'article 40 du Code de procédure pénale en France qui dit clairement que tout fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit doit immédiatement en avertir le procureur de la République. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en portant plainte. Et à partir du moment où mes plaintes sont déposées, j'ai parfaitement le droit de le dire à la presse, de le dire publiquement. Et deuxièmement, il n'y a pas de manquement à l'obligation du devoir de réserve, parce que le devoir de réserve n'existe pas dans le statut général de la fonction publique. Je m'explique. Il n'est pas mentionné clairement et précisément le devoir de réserve consiste en la violation de ça, de ça, de ça. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle une construction jurisprudentielle. C'est-à-dire que les juges administratifs examinent au cas par cas, lorsque des hiérarques reprochent à des fonctionnaires d'avoir soi-disant violé ce devoir de réserve, c'est les juges qui examinent au cas par cas et qui disent « ben non, dans tel cas, monsieur ou madame un tel avait parfaitement le droit de parler. Et non, dans tel autre cas, tel ou tel fonctionnaire aurait dû, et là aussi le ministre, comment dire, laisse planer le flou, aurait dû par exemple respecter la discrétion professionnelle, qui n'a rien à voir avec la réserve. » Et pour terminer sur ce point,
le ministre ne connaît pas le droit et les gens de la DGRH ou de la DAJ du ministère ne la connaissent pas non plus, parce qu'en 2013-2014, il y a eu 2 arrêts d'une cour d'appel administrative à Marseille, quasiment dans le même cas que moi, c'est-à-dire un fonctionnaire dans la fonction publique territoriale avait dénoncé du harcèlement moral dans un hôpital à Montpellier. Ah oui. Voilà. Sa hiérarchie l'avait sanctionné. Il avait fait paraître un article dans la presse en parlant, tout comme moi, d'omerta sur le harcèlement moral. Et un tribunal administratif avait d'abord été du même côté que les hiérarques. Mais le fonctionnaire avait fait appel, et donc ça avait été jugé à la Cour d'appel administrative de Marseille. Et la Cour d'appel administrative de Marseille, ça je le dis en face à la caméra pour M. Édouard Geffrey, directeur de la DGRH du ministère, et pour Mme Natacha Chicot, directrice de la division des affaires juridiques au ministère. Donc la Cour d'appel administrative de Marseille a jugé que le fonctionnaire n'avait absolument pas outrepassé son devoir de réserve, parce que dans l'article qui était paru dans la presse, il avait utilisé des termes mesurés et proportionnés. C'est exactement ce que j'ai fait le 22 janvier dans l'article de presse et le 23 janvier en discutant avec toi. Tout à fait. Voilà. Mais, par ces motifs-là, ce que cherche à faire le ministre, parce que ça marche, je te l'avais dit déjà, ça marche dans 90% des cas, cherche à faire peur. Oui, oui. Voilà. Cherche à faire peur et cherche à faire s'écrouler le ou la fonctionnaire, honnête et intègre, qui va lire ça et qui va se dire « Je suis révoqué, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Mais oui. Parce que c'est ça qui... Et donc toi, tu vas te battre, c'est-à-dire que tu vas déposer donc des recours administratifs, etc., pour continuer les démarches. Tout à fait. Voilà. Et tu vas, je pense, en quelques jours, et ça serait intéressant qu'on fasse une autre vidéo, tu vas être, normalement, le tribunal administratif, ne serait-ce que sur la forme, va annuler cette chose-là. J'espère. Alors, je vais juste citer encore une faute, je veux dire, le mot de grotesque et d'absurde que tu as employé, je les reprends parfaitement pour cet ensemble de mots. Alors, le ministre me dit aussi que, parce que le ministre veut me donner l'impression, si tu veux, d'abord il veut me donner un coup sur la tête, ensuite il veut m'asphyxier financièrement, parce que la révocation prend effet à la date de la notification, donc ça veut dire qu'à partir du samedi 10 août, je ne reçois plus de traitement. Donc ça veut dire à la fin du mois d'août, je vais être payé pour les 10 premiers jours du mois d'août. Et donc il espère que je sois financièrement asphyxié. D'accord ? Oui. Mais il veut aussi m'interdire tout espoir, et donc me plonger dans le désespoir. Et c'est pour ça qu'il écrit... Attends, ça, je crois que c'est dans le courrier. Oui, c'est dans le courrier, excuse-moi. Il écrit, c'est très important, il écrit « En application de l'article 10 du décret 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'État. » Écoute bien la suite, c'est hyper important. « La sanction de la révocation ayant été prononcée à la majorité des membres du Conseil de discipline le 21 mai 2019, vous n'avez pas, je n'ai pas, la possibilité de saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Ça, Arnaud, ça, c'est pour me plomber définitivement. C'est-à-dire qu'en fait, le ministre Blanquer me dit « Madame Chassard, non seulement je vous révoque brutalement au début du mois d'août, alors que vous n'avez jamais eu accès aux documents où, soi-disant, j'aurais écrit point par point ce que je vous reproche, je vous révoque, vous ne serez plus payé à la fin du mois d'août, et en plus, vous n'avez aucune possibilité de faire un recours interne dans l'administration de l'éducation nationale. » Eh bien, le ministre ment. Le ministre Blanquer, Jean-Michel Blanquer, ment, soit par volonté délibérée, soit par méconnaissance et ignorance du droit. Pourquoi? Parce que, Arnaud, il écrit que la sanction de révocation a été prononcée à la majorité des membres du Conseil et que c'est la raison pour laquelle je ne peux pas saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d'État. Et il cite un article, l'article 10 du décret du 25 octobre 1984. Manque de peau pour le ministre, j'avais cet article chez moi. Voilà, j'avais le décret 1984 chez moi, parce que je suis professeur en documentation, donc j'imagine que les documents, je les connais.
Donc j'ai immédiatement regardé. Or, il se trouve que ce que dit l'article n'est pas la même chose que ce que dit le ministre. Donc entre les deux, oui. entre un décret et un ministre qui n'est là que depuis 2 ans, qu'est-ce que tu crois? Il y a normalement des fonctionnaires qui sont là. Des décrets. Voilà. Voilà ce que dit l'article 10 du décret de 1984. Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation, alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des 2/3 de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'1 mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Cela veut dire que le ministre prétend que la décision de révocation a été prise à la majorité des membres du Conseil de discipline. Il entend par là la majorité simple. Mais ce n'est absolument pas la majorité qui est requise dans l'article 10 du décret. C'est 2/3. C'est 2/3. Et c'est la raison pour laquelle la rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel, et le ministre Blanquer ont refusé jusqu'à présent de me communiquer le procès-verbal de la séance du Conseil de discipline. Parce qu'il n'a qu'un mois. Parce que il n'y a pas eu de majorité des 2/3. Oui. Et s'il me communique le PV, je vais vérifier qu'il n'a pas eu la majorité des 2/3. Et donc, je vais saisir le Conseil supérieur de la fonction publique d'État. Et dès après-demain, pas demain parce que j'ai autre chose à voir avec mon avocate, mais mercredi, j'écris au Conseil supérieur de la fonction publique d'État et je leur dis, j'ai besoin du procès-verbal du Conseil de discipline du 21 mai 2019 pour vérifier à quelle majorité la révocation a été votée. Et si elle n'a pas été votée à la majorité des 2/3, eh bien, premièrement, je dirais que le ministre a menti, et deuxièmement, je vous saisirai immédiatement pour contester cette révocation. Mais de toute façon, regarde, reprenons. Aucun document n'a été communiqué. Tu n'as pas été présent, tu n'as pas été... Donc, administrativement, avant ça, ça va être certainement annulé par le tribunal administratif. Alors, j'espère, mais il faut savoir... Est-ce que la loi oblige à ce qu'on te communique les pièces? Bien sûr. On n'est pas, je dirais, on parlait de l'Inquisition, mais l'Inquisition communiquait les pièces. Quoique non, il paraît qu'elle communiquait pas les pièces. Actuellement, et je le dis encore une fois face à la caméra, et je le dis aussi face à la caméra parce que ça va rejoindre une autre vidéo que j'espère pouvoir faire avec Arnaud à un autre moment. Actuellement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, la République française n'est plus un état de droit. Cela s'est vérifié avec la répression politique et la politique de terreur de Castaner contre le mouvement des Gilets jaunes, et cela se vérifie aussi dans les différentes administrations. Et donc, pour répondre à ta question, Arnaud, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a déjà rejeté par 3 fois 3 des 7 recours que j'ai dû engager depuis 3 ans. D'accord ? Il en a déjà rejeté 3, avec des arguments qui sont, à mes yeux, fallacieux et de mauvaise foi. Et c'est pour cela que j'ai fait appel à la Cour d'appel de Nancy. Et si la Cour d'appel de Nancy ne me donne pas raison, j'irai jusqu'au Conseil d'État. Et si le Conseil d'État ne me donne pas raison, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits humains. Mais déjà, au niveau du tribunal, j'ai pu constater que la force de mes arguments, et notamment, par exemple, la violation persistante depuis 3 ans du principe du contradictoire par la rectrice, eh bien, apparemment, cette violation, dont j'ai des preuves qui ne sont pas démenties, cette violation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pense que c'est pas très grave. Oui. Donc, ça, c'est pour répondre à ta question. Mais normalement, ça devrait être sanctionné. Oui, normalement, légalement. Voilà. Et donc, dans quelques jours, tu me tiens au courant, n'est-ce pas, pour ça? Tout à fait. Merci. Hein. C'est vraiment très précis et très scandaleux. Très scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tout à fait. Mais c'est ce que je te disais déjà le 23 janvier 2019, c'est-à-dire quand je montrais la couverture du livre de Daniel Arnaud, qui s'appelle « Le harcèlement moral dans l'enseignement, sévices publics ». Daniel Arnaud le dit dans son livre, et depuis 2013, il n'a pas été cité en diffamation par le ministère de l'Éducation nationale. Daniel Arnaud dit
l'éducation nationale, d'une part, est devenue un État dans l'État qui ne respecte plus le droit commun, et d'autre part, les pratiques d'une majorité, maintenant je peux le dire, au bout de 5 ans, d'une majorité de hiérarques, les pratiques de hiérarques de l'éducation nationale sont quasiment mafieuses. Voilà. Voilà. Merci, Jocelyne. C'est moi qui te remercie. Merci. C'est moi.